Sur plus de 190 km, un ruban bleu transperce le désert égyptien. C'est le canal de Suez, l'une des plus grandes prouesses techniques de tous les temps. En séparant l'Afrique de l'Asie, cette voie artificielle a transformé le monde à jamais. Depuis le 19e siècle, elle permet aux bateaux de rejoindre la mer Méditerranée à la mer Rouge. Un raccourci considérable puisqu'ils n'ont plus à contourner l'Afrique. 18 000 navires l'empruntent chaque année. Il rentre sur l'une des voies navigables parmi les plus fréquentées de la planète. Quelques 700 millions de tonnes de marchandises y transitent. Des navires devenus des géants des mers qui atteignent jusqu'à 400 mètres de long et 240 000 tonnes. Nous vous raconterons comment le canal de Suez a évolué pour répondre aux exigences de la marine marchande. Suez, qui est une infrastructure du 19e, doit s'adapter à ces flottes totalement inimaginables, même pour Jules Verne au 19e siècle. Des bateaux tellement imposants que le canal, devenu trop étroit, empêche les navires de se croiser. En 2014, des travaux gigantesques sont lancés. Une nouvelle voie de 72 km surgit des sables. Elle permet une navigation à double sens. Nous étions en charge d'un projet colossal, d'un projet pharaonique. En moins d'un an, 500 millions de mètres cubes de sable sont retirés. Cette prouesse a été réalisée par une armée de bulldozers et de dragues géantes venues du monde entier. Avec des images 3D inédites, nous découvrirons comment fonctionnent ces aspirateurs des mers, des engins à la pointe de la technologie. Grâce à eux, le canal atteint désormais 24 mètres de profondeur, contre 8 au moment de sa naissance. Mais vous verrez qu'au 19e siècle, les moyens techniques sont bien différents. Percer l'isthme de Suez est alors un chantier de l'extrême. En 1859, quand Ferdinand de Lesseps lance ce projet hors norme, la région est un véritable no man's land. Il faut tout acheminer sur place, matériel, eau douce et main-d'œuvre. Suez représente quelque chose de tout à fait exceptionnel qui va marquer une étape fondamentale dans l'histoire des travaux publics. Le chantier traverse de nombreuses crises et coûte la vie à des milliers d'hommes. Mais sous l'impulsion de la révolution industrielle, tout va changer. Nous découvrirons quelles machines ont dû être inventées pour mener à bien cette aventure extraordinaire. Ces machines du 19e siècle ont permis de mettre en œuvre un chantier hors norme et donc de construire une véritable mégastructure qui est encore utilisée aujourd'hui. Attaqué par le sable qui menace de l'engloutir, le chenal doit constamment être entretenu. Un véritable défi pour cette superstructure unique au monde. Des premiers travaux à nos jours, nous vous emmenons dans les coulisses de la construction du canal de Suez. En 2014, un chantier se déroule au beau milieu du désert égyptien, celui de l'extension du canal de Suez. Les travaux sont évidemment pharaoniques. Il faut creuser une deuxième voie de navigation, l'équivalent du volume de plus de 200 grandes pyramides de Khéops. Un pari fou, mais un pari tenu. Le nouveau canal de Suez est inauguré en grande pompe le 6 août 2015. Il fait la fierté des autorités égyptiennes. Élargi, approfondi, nettoyé, le chenal fait peau neuve. Ces images font le tour du monde. Des dizaines de responsables politiques étrangers se déplacent pour l'occasion. La voie d'eau représente un axe stratégique du commerce maritime mondial. Au programme de la cérémonie,
Discours officiels, défilés militaires et parades aériennes. Pierre Catteau se souvient de ce jour-là. Il était responsable du chantier pour une entreprise de dragage. À cette occasion, nous avons pu voir 2 navires se croiser juste devant la tribune officielle pour la première fois dans le canal de Suez. 2 navires côte à côte sur le canal de Suez, c'est une véritable révolution dans l'histoire de la mégastructure. Auparavant, la voie était trop étroite pour que 2 navires puissent se croiser, obligeant les bateaux à circuler alternativement. Grâce à cette nouvelle artère de 72 km, la navigation se fait désormais à double sens sur toute cette longueur. Un petit peu comme si vous aviez une route nationale et vous créiez une seconde voie pour créer une autoroute. Cette seconde voie de navigation permet de supprimer le système de convoi alterné sur une partie du canal de Suez. La durée du transit pour les bateaux passe de 18 à 11 heures. Celle du temps d'attente est réduite de 11 à 3 heures. Un gain de temps considérable qui permettrait de doubler la capacité maximale de trafic sur le canal. D'ici 2023, près de 100 bateaux pourraient l'emprunter chaque jour. Mais pour atteindre ces objectifs, des travaux titanesques sont nécessaires. Le chantier est organisé en 2 parties. D'un côté, la création d'une nouvelle voie de navigation de 35 km, parallèle au canal d'origine. De l'autre, l'élargissement et l'approfondissement de la voie historique sur 37 km, au niveau du Grand Lac Amer. Pour la première moitié du chantier, l'armée égyptienne est à l'œuvre. Elle s'attaque à des travaux de terrassement gigantesques. Une zone située à 24 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sa mission, araser ce relief pour préparer le site aux futurs travaux d'approfondissement du nouveau canal. Bulldozers, scrappers, camions et bennes dégagent quelques 250 millions de mètres cubes de sable, de roches et de terre. Cette zone est ensuite inondée pour que les dragues puissent y flotter. Car il reste encore à retirer la même quantité de sable, mais cette fois située sous l'eau. Des engins à la pointe de la technologie sont mobilisés, comme la drague désagrégatrice. Pour creuser le canal, un autre type de machine est utilisé. C'est la drague aspiratrice en marche. Elle peut extraire les matériaux tout en avançant grâce à cet énorme tuyau traînant jusqu'au fond du chenal. À sa tête se trouve une sorte d'aspirateur géant. Les proportions de ces colosses flottants sont énormes. Ils peuvent mesurer plus de 200 mètres, soit la longueur de 2 terrains de football. La technologie à bord est telle que ces dragues sont capables d'évacuer les matériaux par le biais de conduites flottantes. Mais sur ce chantier, les quantités sont inédites. Des milliers de mètres cubes de sable parcourent les tuyaux. Ils se déversent ensuite à plusieurs kilomètres dans d'immenses zones de stockage au beau milieu du désert du Sinaï. En cette année 2014, les autorités de Suez font appel à 2 groupements d'entreprises de dragage. Le premier a la charge de creuser le nouveau canal à une profondeur de 24 mètres. Le second, quant à lui, doit élargir la voie existante tout en respectant la même profondeur. Une contrainte particulière s'impose cependant à ce tronçon. Il faut exécuter les travaux sans interrompre la navigation. L'entreprise dans laquelle Pierre Catteau travaille a participé au dragage de ce dernier lot. Nous étions en charge d'un projet colossal, d'un projet pharaonique qui comprenait en fait un challenge extrêmement important sur le plan logistique, sur le point de vue organisationnel. Pour mener à bien cette incroyable aventure, le responsable de l'autorité du canal de Suez avait demandé 5 ans au président égyptien. Il n'obtiendra qu'une année. Le calendrier constituera un challenge de taille pour ce chantier de tous les records. Autre défi, l'acheminement du matériel et du personnel. En l'espace de quelques mois, un nombre énorme de dragues a été mobilisé du monde entier. On parle d'environ 40 dragues
En complément de ce matériel principal, un très grand nombre de remorqueurs, de vedettes, de conduites, de pontons ont été mobilisés sur le projet. Le personnel qui est employé sur ce genre de chantier vient de 4 coins de la planète. Nous avions sur notre chantier 28 nationalités. Pour s'offrir cet agrandissement, le pays doit débourser plus de 7 milliards d'euros. Les autorités misent alors sur un élan national et lancent un appel aux dons. La stratégie est gagnante puisque 80% du projet sera financé par la population égyptienne en seulement quelques jours. Les travaux pour le nouveau canal de Suez viennent s'ajouter à une longue série de chantiers sur la voie navigable depuis sa création au XIXe siècle. Car l'histoire de la construction de cette mégastructure court sur plus d'un siècle et demi. Lorsque les premiers ingénieurs débarquent sur l'isthme de Suez, ils découvrent un milieu certes propice à la réalisation d'un canal, mais situé dans une région totalement isolée. Le Sinaï, un désert de 60 000 km², parmi les plus arides de la planète. Rien n'entame pourtant la détermination des aventuriers du canal. Le premier coup de pioche pour relier les deux mers est donné le 25 avril 1859. Mais les ouvriers vont vivre l'enfer. Thierry Chambol a supervisé de nombreux travaux maritimes au cours de sa carrière. Cet ingénieur nous décrit les conditions de travail de l'époque. Il travaille avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Avec un petit outil, il décroche des mottes de terre du fond et il les passe aux voisins, qui les passent aux voisins, ils font une chaîne. Et ils vont quand même réaliser 400 000 mètres cubes de déblais grâce à cette technique. Et on sent bien que ça n'est pas une technique qui pourra être prolongée longtemps. Le chantier manque cruellement de main-d'œuvre. Le projet est en danger. Où trouver des travailleurs qui creuseront le canal? Les autorités égyptiennes proposent de recourir au régime de la corvée. Caroline Piquet est maître de conférences à l'université de la Sorbonne. Elle a écrit un ouvrage de référence sur l'histoire du canal de Suez. La corvée est un système utilisé par les vice-rois en Égypte pour entretenir les canaux. Donc plusieurs paysans égyptiens, ce qu'on appelle les fellahs, sont mis à contribution pour cet entretien. Venus d'un peu partout en Égypte, près de 400 000 travailleurs forcés creuseront le canal dans des conditions extrêmes. Le chantier coûtera la vie à des milliers d'entre eux. La situation d'isolement du chantier dans un désert situé loin des sources d'approvisionnement et d'équipement pose rapidement problème. Ce sont des caravanes qui doivent tout acheminer sur place. Certains matériaux, comme le bois ou la pierre, sont totalement absents de la zone. Le transport du matériel est une autre grande préoccupation, puisqu'il faut faire venir ce matériel d'Europe. Il est ensuite débarqué à Alexandrie, mais ensuite il faut l'acheminer jusque dans l'isthme, par chameau et puis par canot. Donc c'est extrêmement long, c'est coûteux. Il faut trouver une solution pour faciliter le transport du matériel. Les responsables du chantier décident alors de mettre en place un petit canal d'approvisionnement. Avec une largeur de 15 mètres et 2 mètres de profondeur, le chenal est un modèle réduit du canal définitif. Le creusement s'effectue d'abord à sec par les ouvriers. Dès qu'une certaine profondeur est atteinte, de l'eau y est déversée pour que les dragues, servant à élargir et approfondir la voie, puissent y flotter. Les déblais servent ensuite au remblayage des berges. 78 dragues sont construites spécialement pour le chantier du canal de Suez. Cette machine se caractérise par un puits central, le long duquel descend une chaîne à godets. Le godet le plus bas attaque le fond, se charge, puis remonte pour déverser son contenu dans les chalands. La drague à godet est devenue l'ancêtre d'une quantité d'engins de dragage. Comme la drague à pelle rétro-excavatrice, cette machine surpuissante a été utilisée sur le chantier du nouveau canal de Suez. Ces 3 énormes pieux permettent de stabiliser le ponton sur lequel se dresse une pelleteuse. Sa pelle creuse le lit du canal et décharge les matériaux dans une barge, amarrée le long de la drague. Elle peut travailler sur n'importe quel type de sol.
Un engin qui correspond parfaitement à la nature des roches de la région, essentiellement sablonneuses et argileuses. En 1859, dès le début des travaux de percement du canal de Suez, les ingénieurs se demandent justement comment ces sols vont se comporter une fois mis en eau. Nous nous rendons dans un laboratoire de pointe, à l'école des ponts ParisTech. Le docteur Gabezlo est un spécialiste en géotechnique. Initialement, le projet prévoit de donner une pente de 26 degrés aux berges du canal. Mais l'instabilité du sol, une fois mise en eau, va totalement bouleverser les prévisions. Dans le projet du canal de Suez, les pentes se sont adoucies naturellement en présence de l'eau. Sur ce modèle réduit du canal de Suez, le spécialiste a reproduit les mêmes pentes que celles imaginées à l'époque par les ingénieurs. On crée de plus en plus de zones instables en contact avec de l'eau. Et la pente va chercher un nouvel état d'équilibre avec une pente plus douce. Une fois le canal rempli d'eau, l'inclinaison des berges s'atténue. Certaines parois s'effondrent même. Conséquence, la cuvette s'ensable. Et c'est ce qu'on observe également ici. On est en train de réduire la profondeur du canal. Au XIXe siècle, les ingénieurs se décident à laisser leur pente naturelle aux berges. Il faudra par contre creuser davantage pour atteindre la profondeur nécessaire. Pendant le chantier, le trafic est intense sur le futur canal. Des convois de chalands tractés par des hommes ou des animaux transportent le matériel. La construction d'une voie d'approvisionnement supplémentaire est rapidement entreprise. Elle permettra surtout d'alimenter le chantier en eau douce. Un produit rare dans cette région désertique, mais indispensable pour de tels travaux. Grâce à ce canal, l'eau du Nil est conduite dans l'isthme depuis la ville de Zagazig jusqu'à Ismaïlia, pour ensuite rejoindre Suez. L'eau douce arrivera seulement plus tard à Port Saïd, d'abord par le biais de canalisation, puis par une prolongation de la voie d'eau. Le canal d'eau douce suit les traces d'une voie navigable bien plus ancienne. Car depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à traverser le désert égyptien par bateau. Ce percement n'est pas une idée nouvelle, puisque au temps des pharaons, il existait déjà un canal de caractéristiques beaucoup plus limitées qui réunissait le delta du Nil à la mer Rouge. Puis ce canal a été oublié, il n'en restait que des vestiges. Au fil des siècles, le trafic maritime mondial utilise une toute autre route. La solution pour relier l'Europe et l'Asie consiste alors à naviguer jusqu'en Égypte pour y débarquer les cargaisons. Leur transport se fait ensuite par voie terrestre. Et ce n'est pas fini. Quand les caravanes arrivent à la mer Rouge, les biens sont transbordés dans un second navire pour le reste du voyage. Une véritable expédition. Il faudra attendre la fin du XVe siècle pour que les Portugais inaugurent une nouvelle route maritime. Elle permet de rejoindre les comptoirs orientaux en contournant l'Afrique. Un voyage de plusieurs mois. Près de 300 ans plus tard, c'est un empereur français qui fait renaître l'idée de percer l'isthme de Suez. Il faut attendre néanmoins l'expédition de Bonaparte en 1798 pour que le projet véritablement fasse l'objet d'une étude scientifique. Les ingénieurs de Napoléon Bonaparte concluent à trop d'obstacles techniques. Le projet tombe aux oubliettes. Au milieu du XIXe siècle, un ancien diplomate français s'obstine à croire en ce rêve fou. Il s'appelle Ferdinand de Lesseps. Pour Arnaud Ramière de Fortanier, cet homme va changer la face du monde. Alors d'abord, Ferdinand de Lesseps est un personnage énorme, j'allais dire presque monstrueux. C'est Jules Verne, c'est Eiffel, c'est Lesseps. Ce sont les grands travaux du XIXe siècle. Et on imagine mal à notre époque le changement d'échelle qu'a représenté l'intervention de ces gens-là. Ce personnage hors norme va concrétiser le projet de percement de l'isthme de Suez. En 1854, Ferdinand de Lesseps saisit la chance de sa vie à l'arrivée au pouvoir de son ami Mohamed Saïd Pacha. Ils se sont connus lors de la carrière du diplomate français en Égypte. Il persuade Mohamed Saïd Pacha de lui confier la construction du canal. Et c'est là que tout commence. Ferdinand de Lesseps obtient le pouvoir exclusif de percer un canal entre les deux mers. Il pourra ensuite l'exploiter pendant 99 ans.
Mais sur son chantier, les travaux piétinent. Après 2 années, les ouvriers ne parviennent pas à retirer les volumes de sable nécessaires pour achever le canal. Il manque cruellement de machines. Pour vous donner un ordre de grandeur, le canal de Suez, au moment de sa création, représentait 70 millions de mètres cubes de déblais. 70 millions de mètres cubes qui ont été réalisés en 10 ans. Sur le chantier du nouveau canal, il a fallu moins de 2 mois pour retirer la même quantité. Les performances des dragues ont considérablement évolué en 1 siècle et demi. L'incroyable volume de déblais arrachés lors des derniers travaux d'élargissement en est la preuve. L'élargissement du canal de Suez a représenté 500 millions de mètres cubes, disons 250 millions de mètres cubes par dragage en l'espace de 10 mois. Donc en fait, on retrouve un facteur de plus de 100 entre, disons, la capacité d'excavation d'aujourd'hui et celle de l'époque. Mais pour atteindre les objectifs fixés d'excavation, le chantier a nécessité la mobilisation de 75% des dragues existantes, soit une quarantaine d'engins venus des 4 coins de la planète. Toutes ces dragues, bien entendu, travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de telle façon à effectuer les travaux dans le minimum de temps possible, compte tenu que la contrainte de temps était certainement extrêmement importante sur ce projet. Les dragues les plus performantes disposent aujourd'hui de pompes hydrauliques qui injectent de l'eau pour extraire les sédiments. Les dragues aspiratrices actuelles sont des engins d'une puissance incroyable et qui peuvent aspirer en 1 heure 10 000 mètres cubes de sable en place, ce qui aurait nécessité à sec 10 000 ouvriers. En son temps, Ferdinand de Lesseps aurait aimé pouvoir compter sur des machines aussi performantes, même si elles ont fait leur apparition sur le canal de Suez dès les années 30. De nos jours, disposant de capacités inimaginables, elles ont permis d'approfondir le canal de Suez. La particularité de la drague aspiratrice en marche, c'est qu'elle avance tout en travaillant. Un avantage mis à profit sur le chantier du nouveau canal de Suez, où il fallait parfois réaliser des travaux sans interrompre la navigation. Pour découvrir comment fonctionne cette machine, nous nous rendons à bord de l'un de ces mastodontes flottants. Il œuvre à la maintenance du chenal d'accès au port d'Anvers. Denis Edbert est ingénieur. En fait, la drague peut être comparée à un gros aspirateur flottant, un aspirateur des mers, des rivières. Et l'élingue sera le tuyau d'aspiration. L'élingue, c'est ce grand tube traînant le long de la coque et relié au système de pompage. Elle mesure ici près de 50 mètres. Sa tête ressemble à celle d'un monstre d'acier. Ça, c'est la crépine, la tête de dragage. C'est l'endroit par lequel les matériaux sont aspirés depuis le fond. Donc, on a plusieurs éléments. On voit que cette crépine est équipée de genre de dents. C'est ce qui permet de racler le sol, de faire en sorte que les matériaux sont bien repoussés vers la crépine. Et l'aspiration, qui est créée par la pompe, est à ce niveau-ci de 10 000 mètres cubeurs. Donc cette capacité d'aspiration mélangée avec l'impact des dents qui grattent le sol et également des injections d'eau qui nous permettent de mettre en suspension ces matériaux font que nous avons une quantité impressionnante de matériaux qui est directement envoyée vers le puits la drague par la pompe. La crépine fonctionne grâce à un système d'injection d'eau. Sa tête est mobile. De cette façon, elle peut s'adapter à l'inclinaison de la zone à draguer. Une première injection d'eau permet de mettre en mouvement les matériaux. Au niveau des dents, une deuxième injection décompose totalement les sédiments. Le poste de commande de l'élingue se situe dans la tour de pilotage. Le technicien qui en a la charge dispose de plusieurs écrans. Ils lui permettent d'avoir une vue sur la profondeur de la zone, le fonctionnement de l'élingue ou les indications des volumes dragués. Que ce soit de la vase, du sable ou des cailloux, les sédiments aspirés sont ensuite stockés à bord, au centre du navire. Les réservoirs les plus importants atteignent la capacité colossale de 45 000 mètres cubes, l'équivalent de 12 piscines olympiques. Une fois le puits rempli, l'élingue est remontée et le navire fait route jusqu'à la zone d'évacuation des déblais.
Alors, nous avons ici un puits d'une capacité de 5000 m3, un peu plus. Et entre le moment où il est plein et le moment où il est complètement vidé, on a une dizaine de minutes. Des volets situés au fond de la cale permettent de décharger les déblais dans la zone de déstockage. C'est la technique du clapage. Et les jets que vous voyez, c'est de l'eau qu'on repompe, de l'eau propre qui nous permet de rincer le puits, qui permet de s'assurer que tous les sédiments sont bien évacués à l'endroit approprié. Un autre système d'évacuation consiste à refouler les matériaux par une conduite. Les déblais peuvent être acheminés à plusieurs kilomètres grâce à un système de canalisation flottante ou enterrée. Ces deux méthodes ont été utilisées sur le chantier du nouveau canal de Suez. À l'ouest du Grand Lac Amer, une vaste zone de clapage a été mise en place. Quant aux déblais évacués par canalisation, ils ont été déposés dans des espaces immenses creusés au cœur du désert du Sinaï. Reste une dernière option pour évacuer le matériel dragué, c'est la méthode arc-en-ciel. Elle sert notamment au rechargement des plages. Au XIXe siècle, l'évacuation des déblais provenant du futur canal pose déjà problème. D'autant qu'en 1864, avant l'arrivée massive des machines sur le chantier, celui-ci fait face à une crise très grave. Le système de la corvée, autorisant le recours aux paysans égyptiens pour les travaux, est aboli. À cette époque, l'Europe est en pleine révolution industrielle. Les ingénieurs misent alors sur l'invention des nouvelles machines pour faire avancer le chantier. L'entreprise Lavallée développe le long couloir pour décharger les déblais depuis les dragues. Du jamais vu. Dans ce qui sera le futur canal, la drague écope la boue au fond de l'eau. Elle dépose ensuite les déblais dans une gouttière pouvant atteindre 70 mètres de long. Une pompe y envoie des jets d'eau pour dissoudre la matière extraite et la pousser vers la sortie. Une charnière horizontale, située à la jonction de la drague, permet de changer l'inclinaison du couloir. L'équilibre de la machine est assuré par un treillage métallique reposant sur un chaland en fer. Cette innovation va bouleverser le chantier. Le canal avance à une rapidité folle. Mais dans les zones où les berges sont plus élevées, la drague à long couloir devient instable. Plusieurs accidents sont alors recensés. Un autre engin est mis au point. C'est l'élévateur. Il permet d'évacuer les déblais directement depuis les chalands. Nous avons rendez-vous avec Lionel Dufaux. Il est responsable de collection au Musée des Arts et Métiers. Le dénominateur à toutes ces machines, c'est l'emploi de la machine à vapeur. La machine à vapeur, on la connaît depuis la fin du XVIIIe siècle. Elle était plutôt destinée au départ à l'exore, c'est-à-dire au pompage des eaux d'infiltration dans les mines. Et à la fin du XVIIIe siècle, on va modifier la machine à vapeur pour en faire finalement une machine qui fournisse de la force motrice pour animer d'autres machines. La machine à vapeur s'invite alors sur le rail, dans les locomotives ou encore sur l'eau, à bord des bateaux, mais aussi dans les ateliers ou sur les chantiers de travaux publics pour animer d'autres engins. La locomobile est donc une machine à vapeur mobile. On la déplace et on l'installe là où on en a besoin. Elle comprend une chaudière qu'on voit ici, qu'on devine dans le corps principal. Une chaudière qu'on alimente avec du combustible, généralement du charbon ou de la houille. Et cette machine à vapeur va permettre de fournir une force sous pression qui va être utilisée pour faire bouger ce volant auquel on va relier une courroie qui elle-même va animer d'autres machines. Sur le chantier de Suez, les locomobiles étaient utilisées pour animer des grues ou des pompes, par exemple. Les locomobiles servent aussi à actionner les pompes des longs couloirs. Les dragues disposent quant à elles de leur propre machine à vapeur. En Europe, un véritable enthousiasme se crée autour des révolutions techniques mises en place sur le chantier. Le canal de Suez a été présenté à l'exposition universelle de Paris en 1867. Il fait l'objet d'une véritable fierté parmi les ingénieurs français, parmi les diplomates, parmi aussi les armateurs, les chambres de commerce. La compagnie du canal de Suez donne des conférences devant une maquette géante du projet exposée lors de l'événement.
Cette révolution technique s'accompagne d'une série d'innovations dans tous les domaines. À Port Saïd, par exemple, les ingénieurs affrontent une difficulté normalement insurmontable. Dans la région, il n'existe pas suffisamment de carrières de pierre pour construire les jetées du port. Un entrepreneur propose alors de faire des blocs artificiels à base de sable et de chaux. 30 000 énormes blocs sont réalisés. Un chantier dans le chantier de percement du canal de Suez. Alors l'entreprise Dussault va réaliser un chantier extraordinaire de construction des blocs de 20 tonnes et va créer une véritable usine de fabrication des blocs. Il y en a des milliers et des milliers qui vont sécher pendant environ 1 mois et qu'on va ensuite conduire en mer en les chargeant avec une énorme grue sur des chalands. On les amène à l'emplacement voulu pour constituer la digue. Ce sera le premier chantier de création de blocs artificiels de tous les temps. Leur fabrication nécessitera des années de mise au point et les blocs des jetées devront être régulièrement remplacés. Un autre pan du chantier pose des difficultés pour les travaux situés cette fois dans les zones en relief. L'évacuation des déblais du fond de la fouille jusqu'au relief naturel pose un problème difficile. D'abord, il faut un effort considérable pour tirer les wagons sur la ligne de plus grande pente. Ensuite, le raccordement au niveau du relief naturel est évidemment difficile, il y a une sorte de cassure. Un système de plans inclinés le long de la pente est alors mis en place. Au fond de la tranchée, les ouvriers creusent le futur canal. Les déblais sont ensuite chargés dans des wagonnets reliés à une voie ferroviaire. Tractés à l'aide de treuils à vapeur, ils remontent ainsi la pente pour rejoindre leur zone de dépôt. Autre défi sur le chantier d'hier comme celui d'aujourd'hui, les bancs rocheux constituent des difficultés majeures. Pour s'y attaquer, il existe une machine spécialement adaptée à ce type de sol. C'est la drague désagrégatrice. Un géant des mers mesurant jusqu'à 150 mètres de long et 30 mètres de large. La drague se positionne et se fixe au sol par l'intermédiaire d'immenses pieux. Elle tourne ensuite autour de cet axe à l'aide de treuils latéraux reliés à des ancres géantes. À l'avant du navire, le désagrégateur, une énorme fraise pouvant atteindre 3 mètres de diamètre. Sa mission, dévorer les roches, même les plus dures, sous l'eau, comme sur les rives. Ce gigantesque engin est guidé depuis une cabine de pilotage, disposant des outils les plus performants. Les dragues, comme l'Ibn Battuta, sont capables de se placer avec une précision incroyable afin d'exécuter leur travail de destruction. La quantité de déblais produite est phénoménale. Roches, sable, vases, argile, les matériaux sont aspirés grâce à des pompes hydrauliques et ensuite refoulés via des conduites flottantes et des tuyaux posés sur le rivage. Quand il est possible de déverser les déblais dans une zone immergée, la conduite reliée à la désagrégatrice est arrimée à un radeau équipé d'un système d'épandage continu. Autre option, les déblais sont placés dans des chalands amarrés à la drague. Arrivés sur la zone de déstockage, ils sont capables d'ouvrir leur coque en deux afin de se débarrasser de leur chargement. Au total, 25 dragues désagrégatrices ont été mobilisées sur le chantier du nouveau canal de Suez. Du jamais vu. L'une des premières dragues que nous avons mobilisées sur ce projet est la drague d'Artagnan, qui bat pavillon français. Elle a été mobilisée depuis un chantier qui se passait en Russie, dans la péninsule de Yamal. Avec ses 38 000 chevaux, c'est l'une des plus puissantes dragues au monde. Au XIXe siècle, sur le tracé du futur canal, les ouvriers font également face à des obstacles rocheux. Attaquer la pierre leur demande un effort herculéen. Une nouvelle machine intéresse alors la compagnie de Suez pour travailler sur une zone difficile. Et donc on va utiliser l'excavateur de couvreux, qui est une machine capable d'extraire la roche à sec dans des zones qui n'ont pas encore été inondées. Surnommé le terrassier à vapeur, près de 16 excavateurs couvreux sont construits spécialement pour le chantier de Suez. L'excavateur avance sur des rails placés le long du futur canal et l'élargit progressivement.
Il va permettre de retirer près de 9 millions de mètres cubes de terre en seulement 3 ans. Un record. Ces godets, d'une forme bien spéciale, lui permettent d'arracher une quantité formidable de roches pour remonter ensuite jusqu'à l'excavateur. La matière extraite est évacuée dans des wagonnets. Une fois chargés, une locomotive les emmène à la décharge. Peu à peu, le rail est généralisé sur le chantier. Il sert à l'acheminement du matériel, mais aussi au transport du personnel. Des chemins de fer éphémères, montés et démontés au gré des besoins et de l'excavateur. Mais l'excavateur couvreux ne parvient pas toujours à pulvériser la roche. En 1869, 2 mois avant l'inauguration du canal de Suez, des bancs rocheux situés à 4 mètres de profondeur sont découverts, alors que le canal doit atteindre les 8 mètres. Donc il y a une pression sur les ingénieurs et sur les ouvriers qui est extraordinaire. Et ce déroquetage sous-marin, on ne sait pas très bien faire. Donc on va immerger des bouteilles de 4 à 5 litres de poudre réunies par un tuyau en caoutchouc qui contient le cordon qu'on va allumer à la surface pour faire éclater ces bouteilles à la surface du banc rocheux. Le but, créer un passage suffisant pour les bateaux de l'époque en fonction de la portion immergée du navire. C'est ce que l'on appelle le tirant d'eau. Ce passage sera réalisé dans les toutes dernières semaines du chantier. Le Péluse, qui est le bateau de la compagnie des messageries impériales, fait 5 mètres de tirant d'eau. Il passe juste. Certains bateaux talonnent le jour de l'inauguration. Pour d'autres, on a déplacé la charge du bateau de l'arrière vers l'avant pour que leur tirant d'eau à l'arrière soit un peu moins fort. Mais on se rend compte de la pression extraordinaire qui existe. Alors on donne des primes aux ouvriers, on fort de nuit. Enfin, c'est un chantier incroyable qui se met en place pour arriver au résultat recherché. Après 10 ans de travaux, le canal de Suez devient réalité. Les eaux de la mer Rouge se mêlent à celles de la Méditerranée. La voie maritime totalise une longueur de 164 km. Son tracé relie désormais les principales villes de l'isthme. Port Saïd sur la mer Méditerranée, Ismaïlia environ à mi-chemin, puis Suez à l'embouchure du Golfe sur la mer Rouge. Le 17 novembre 1869, le canal de Suez est inauguré. C'est un événement international. Ferdinand de Lesseps a réalisé le rêve des pharaons. Ouvert à toutes les nations, le canal de Suez bouleverse littéralement le trafic maritime mondial. Désormais, le parcours entre l'Europe et les Indes est diminué de moitié. Pour rejoindre Marseille à Bombay, il faut compter plus de 19 000 km en contournant l'Afrique, contre près de 8 000 km via le canal de Suez. Un gain de temps considérable, car pour rejoindre ces 2 ports, il fallait 2 à 3 mois de navigation par le cap de Bonne-Espérance, tandis qu'1 mois seulement est nécessaire en passant par l'isthme. Au début du XXe siècle, la compagnie du canal de Suez s'équipe d'un site industriel, les ateliers généraux, situés à Port-Fouad. Son chantier naval est alors à la pointe de la technologie. Ces ateliers fabriquent le matériel de la compagnie. Plus de 1000 ouvriers y travaillent. Mais dès les premières années d'exploitation du canal, le service d'entretien se voit confronté à un imprévu. Les remous créés par le passage des navires endommagent les berges. Alors, plusieurs méthodes sont utilisées. Des méthodes de péré, d'enrochement. On utilise notamment des roches, des carrières d'Ataka à proximité de Suez. On utilise des revêtements maçonnés. Les résultats ne sont jamais très satisfaisants. Les berges s'effondrent régulièrement et la compagnie doit faire appel à des études plus scientifiques d'experts de laboratoires hydrauliques en France. Situé près de Grenoble, ce laboratoire d'hydraulique existe toujours aujourd'hui. Luc Ham est directeur technique maritime. On étudie ici toutes sortes d'aménagements liés à l'eau, sur modèle réduit. Lorsque la compagnie du canal de Suez s'adresse à eux au milieu du XXe siècle, la voie maritime est en mauvais état. Environ 120 km de berges étaient
dégradé sérieusement. Et à l'époque, les estimations au début des années 50 étaient d'environ d'1 milliard de francs par an de coûts de réparation de ces dégradations. Le laboratoire reproduit alors une section du canal de Suez. Un modèle réduit de navire y est tracté, puis plus tard autopropulsé. Il faut imaginer que ces bateaux remplissaient les 2/3 du canal pour les plus gros. Et donc, il n'y avait plus beaucoup d'eau. Et donc, il y avait une résistance à l'avancement. Les navires n'arrivaient pas à obtenir la bonne vitesse. Ça créait des courants extrêmement forts de plusieurs mètres par seconde. Les études s'attachent notamment à comprendre cette résistance pour faire évoluer la forme des coques des navires. Des recherches tellement innovantes que les compagnies pétrolières s'y intéressent rapidement. Les maquettes sont perfectionnées. Résultat, les navires pénètrent plus facilement dans l'eau. Le trafic sur le canal est optimisé. Malgré tous ces efforts pour entretenir la voie maritime, de nouveaux travaux d'agrandissement deviennent rapidement inévitables. Car le canal de Suez doit s'adapter en permanence à l'évolution de la taille des navires. Nous nous rendons au Musée national de la Marine. La taille des navires explose après la Deuxième Guerre mondiale dans une course au gigantisme que pour l'instant rien n'a arrêté. On construit à une taille qu'on pense raisonnable par rapport à un état de la flotte, mais on est déjà en retard par rapport aux structures, aux bateaux qui sont en train d'être construits. Évidemment, Suez, qui est une infrastructure du 19e, à la fois est une méga structure, mais qui doit s'adapter à ces flottes totalement inimaginables, même pour Jules Verne au 19e siècle. En 1950, les navires de 40 000 tonnes sont dépassés. Les proportions n'ont plus rien à voir avec les navires de l'époque, tels le Péluse. Fort de ces 2000 tonnes, le bateau de la Compagnie des Messageries Impériales est l'un des premiers à avoir emprunté le canal de Suez. La voie maritime doit également traverser le XXe siècle, avec ses conflits. Le 26 juillet 1956, le colonel Nasser prononce un discours retentissant devant une foule d'Égyptiens. Il annonce la nationalisation du canal de Suez. Les puissances occidentales réagissent. Royaume-Uni, France et Israël lancent une opération militaire. Elle se soldera par un échec. Mais la navigation est alors stoppée pendant presque 5 mois. Le canal est détérioré. Avec l'aide de l'ONU, l'Égypte le remet en état et le modernise. Approfondie à 14 mètres, la voie maritime peut désormais accueillir des navires d'un tirant d'eau de 11 mètres. Mais en 1967, une nouvelle crise secoue la région. C'est la guerre des 6 jours. Avec d'autres pays arabes, l'Égypte s'engage contre Israël. Le canal de Suez devient un champ de bataille. Des bateaux coulés et des mines entravent la navigation. La cuvette s'ensable, les berges s'effondrent. La voie maritime est fermée. La fermeture du canal de Suez après la guerre des 6 jours est une véritable catastrophe, puisque le canal de Suez ne sera pas entretenu pendant 8 années. Et lorsqu'il est réouvert en 1975, il n'est plus adapté à la marine pétrolière. Avant la guerre, il accueillait à peu près 80% de cette marine marchande. Après la guerre, on tombe à 1/3. Donc c'est une perte de clients énorme. La plupart des armateurs ont repris le chemin du contournement de l'Afrique et de manière à rentabiliser les parcours, on construit des bateaux qui dépassent les 200 000 tonnes. Donc ils ne sont absolument plus adaptés au canal de Suez. Les autorités égyptiennes doivent réagir. Un programme de remise en état et de modernisation est lancé grâce au concours de la communauté internationale. Désormais, le canal est élargi et doublé en 4 points pour permettre aux navires de se croiser. À la dérivation de Bala s'ajoute celle de Port Saïd et de Cabret, toutes deux en chantier depuis 1955. Enfin, au niveau du lac Timsa, une nouvelle dérivation s'étend sur 5 km. Un peu comme des bretelles d'autoroute, ces dérivations permettent aux bateaux de naviguer dans les 2 sens. Grâce à ces nouvelles dimensions, le canal peut recevoir des navires de 150 000 tonnes. Des bateaux devenus des géants des mers qu'il faut apprendre à dompter. Au centre de Port-Revel, situé en Isère, les pilotes et les capitaines s'entraînent à manœuvrer grâce à des modèles réduits. Ces mini-paquebots, porte-conteneurs, ferries
ou pétroliers, longs d'une dizaine de mètres, peuvent transporter jusqu'à 2 personnes. Sur le lac de 5 hectares, toutes sortes d'infrastructures maritimes ont été reproduites, comme un tronçon du canal de Suez. Jean-Paul Jean-Jean est instructeur. Il forme ce matin 2 stagiaires au dépassement sur le canal de Suez. Une manœuvre normalement interdite. Ici, les erreurs peuvent être poussées au-delà des limites de sécurité. Une façon d'expérimenter les réactions des bateaux. Sur les canaux en général, quand il n'y a pas suffisamment de place ou quand les bateaux s'approchent trop près l'un de l'autre, ils prennent un risque. Il y a des forces qui se développent et qui font que les bateaux sont ou attirés ou repoussés. Et si c'est dans un canal, c'est plus étroit, ça peut donner des embardées, enfin des changements de direction involontaires que le capitaine ou le pilote ne peuvent pas prévoir et donc c'est dangereux. Les 2 bateaux sont parallèles, les 2 arrières sont proches, très proches. Et là, le risque, c'est que le Grenoble va s'échouer. Un danger décuplé à cause d'infrastructures maritimes souvent encombrées. Et où manœuvrent des bateaux toujours plus grands, plus rapides, mais pas assez puissants. Alors, les problèmes classiques des gros navires dans les canaux, dus à l'inertie des navires, ils sont de plus en plus difficiles à manœuvrer. Et ça veut dire qu'il faut anticiper toutes leurs réactions. Et pour anticiper leurs réactions, il faut les connaître et connaître les réactions du profil du canal, par exemple, ou des ports dans lesquels ils se rendent. Des pilotes et des capitaines qui apprennent désormais à manœuvrer des monstres atteignant 240 000 tonnes sur le canal de Suez. Car avec les derniers travaux de doublement, leur tirant d'eau est porté à plus de 20 mètres. Le canal est même à l'origine d'une unité de mesure, Suezmax. Elle désigne les dimensions maximales d'un navire pouvant passer par la mégastructure. Une contrainte pour les armateurs, dont Éric Banel est le représentant en France. Il est très difficile d'imaginer un navire qui ne puisse pas traverser le canal de Suez. Et la taille maximum des navires pour le canal de Suez, c'est la taille maximum pour une grande partie de la flotte maritime mondiale. C'est pour ça qu'on appelle ces navires des Suezmax. S'adapter au nouveau format de la marine marchande, c'était l'un des objectifs des travaux d'extension. Le canal risquait sinon la disqualification. Il reste ainsi l'une des voies navigables les plus fréquentées au monde. Aujourd'hui, nous avons à peu près une 50aine de navires par jour sur le canal de Suez. L'objectif affiché avec le doublement du canal par les autorités égyptiennes est une centaine de navires. Le canal de Suez est un passage stratégique pour les transporteurs maritimes. La voie draine près de 8% du trafic mondial. Elle représente aussi un enjeu économique énorme pour les autorités égyptiennes. Aujourd'hui, ce coût de passage du canal représente à peu près 800 000 $ pour un porte-conteneurs de 18 000 conteneurs. Cette source de revenus, aujourd'hui, on l'estime donc à plusieurs centaines de millions pour l'État égyptien. C'est la 3e source de revenus du budget égyptien aujourd'hui. L'Égypte a donc tout intérêt à choyer sa mégastructure. Retour sur le canal de Suez, où nous montons à bord d'un porte-conteneurs. Max en est le capitaine. Nous sommes actuellement en train de traverser les eaux peu profondes du canal de Suez. Ici, les règles de navigation sont strictes. Il faut contrôler direction et vitesse en permanence pour éviter par exemple la collision avec un autre navire. Ça avance doucement, pas de problème ici. Un pilote de l'autorité du canal de Suez conseille le capitaine sur les manœuvres à effectuer, une mesure obligatoire. C'est important de naviguer correctement ici dans le canal, parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup d'espace de chaque côté du navire. Ce n'est pas un jour comme les autres pour le capitaine et son équipage. Ils empruntent pour la première fois le nouveau canal de Suez. J'ai navigué ici une quarantaine de fois, mais aujourd'hui c'est différent. Nous allons tourner dans le nouveau canal au lieu de naviguer vers l'ancien chenal. C'est un moment à part dans la carrière du capitaine.
Bien sûr, c'est particulier à chaque fois quand vous faites quelque chose pour la première fois. C'est très spécial pour nous quand on approche du nouveau canal. Petit à petit, le paysage change. C'est assez étonnant de voir la quantité de sable qu'ils ont retiré du canal. Il y a des montagnes maintenant sur chaque rive. C'est incroyable. Le canal de Suez, véritable merveille du monde industriel, n'a pas fini de nous éblouir par ses innovations. Désormais à double voie, la mégastructure doit relever un autre défi, celui de son franchissement. Le nouveau canal a rendu obsolètes certaines infrastructures comme le pont routier et ferroviaire d'El Ferdan. Avec ses 340 mètres, c'était le plus long pont tournant au monde. Aujourd'hui, il ne sert plus à rien. Pour traverser la double voie et désenclaver la région du Sinaï, plusieurs infrastructures vont voir le jour. Au programme notamment la réalisation de 2 tunnels autoroutiers sous le canal de Suez, au niveau de Port Saïd. Un nouveau challenge puisqu'il s'agit de percer un double tube de près de 4 km de long. Une véritable performance technique qui pourrait être complétée par un tunnel ferroviaire. Toujours plus moderne, toujours plus grande, toujours plus profonde. La mégastructure est en perpétuelle mutation.